En politique, après le PPRD, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité vient de suspendre les activités des partis politiques LGD, AAP et Piste pour l'émergence des opposants Matata Mponyo, Seth Kikouni et Théophile Mbemba pour notamment avoir participé au conclave de Nairobi aux côtés de Joseph Kabila. Lutte contre le détournement des fonds publics, l'inspection générale des finances annonce la reprise d'autres missions de contrôle dans les entreprises et établissements publics. Et puis pour terminer, à Kinshasa, le gouvernement provincial veut miser sur la transparence dans la gestion des finances publiques. Le ministre provincial des Finances, justement, a annoncé la surséance des contrats des prestataires privés pour la collecte des recettes. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Conférence de Paris sur la paix. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé 3 grands chantiers en contrepartie du retrait de l'armée rwandaise du sol congolais. Il s'agit entre autres d'un plan d'aide d'urgence pour la reconstruction du Nord et du Sud Kivu évalué à 5 milliards de dollars américains à mobiliser à l'horizon 2026. Je vous propose d'écouter le président de la République démocratique du Congo. Toute paix durable commence par la fin de l'occupation d'une partie du territoire congolais. Là-dessus, il ne peut y avoir ni double langage, ni compromis moral. En contrepartie, la République démocratique du Congo prend devant vous 3 engagements clairs. Dès la fin des hostilités, nous lancerons un plan d'aide d'urgence pour la reconstruction du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ce plan, que nous concevons comme un pacte national et international, intégrera dans une approche concertée, coordonnée et cohérente l'ensemble des programmes et projets destinés à la stabilisation, au relèvement et au développement durable des provinces affectées. Il visera à mobiliser environ 5 milliards de dollars à l'horizon 2026 pour la réouverture des écoles, la réhabilitation des centres de santé, la reconstruction des routes, le rétablissement des services sociaux essentiels et le retour digne des personnes déplacées. Il ciblera ainsi la sécurité alimentaire car nourrir une famille, c'est déjà commencer la paix. Ce plan sera coordonné, unifié et transparent. Aucun territoire ne sera abandonné, aucune communauté ne sera laissée en marge. Protéger les plus vulnérables et responsabiliser les auteurs. Nous allons renforcer notre cadre juridique relatif à la protection des déplacés et des victimes de catastrophes humanitaires, notamment par l'intégration en droit national de la Convention de Kampala de l'Union africaine et l'adoption d'un dispositif légal pérenne de financement de l'action humanitaire et de réduction des risques. J'ai dit au sommaire en politique après le PPRD de Joseph Kabila. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur vient de suspendre les activités des partis politiques LGD, AAP et Piste pour l'émergence des opposants Matata Mponyo, Seth Kikouni et Théophile Mbemba pour notamment avoir participé au conclave de Nairobi aux côtés de Joseph Kabila, ancien président de la RDC. La scène politique congolaise est de nouveau en ébullition. La récente suspension de plusieurs partis politiques d'opposition par le ministre de l'Intérieur a fait l'effet d'une onde de choc dans les paysages politiques. Les formations concernées dont le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD en sigle, le Parti de l'Action et le Travail du Développement ATD, le Parti des Initiatives pour la Stabilité et le Travail PIST et Ligue des démocrates et Leadership, Gouvernance et Développement LGD de Matata Mponyo sont accusés d'avoir participé à un conclave illégal. Selon le gouvernement, ces conclaves organisés par la plateforme Sauvons la RDC réunissaient plusieurs personnalités politiques proches de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, dans le but déclaré de réfléchir sur la situation du pays et de proposer une alternative politique face aux défis actuels. Mais
Pour les autorités, il s'agirait d'une tentative de déstabilisation déguisée et d'un manquement grave aux obligations légales des partis. Du côté de l'opposition, la réaction ne s'est fait pas attendre. Plusieurs leaders dénoncent une dérive autoritaire et une violation flagrante des libertés politiques garanties par la Constitution. Nous n'avons fait qu'exercer notre droit à la réflexion politique. Ce n'est pas un crime, a réagi un cadre du PPRD fustigeant une chasse aux opposants. Pour de nombreux observateurs, cette suspension traduit un climat de méfiance et une intolérance politique croissante à l'égard des voix dissonantes. Certains y voient un mauvais signal envoyé à la communauté nationale et internationale à un moment où le pays est appelé à consolider ses institutions démocratiques et à renforcer la cohésion nationale. Au-delà du débat politique, la mesure pose un problème de fond, celui du respect du pluralisme et de la liberté d'association. En sanctionnant des partis politiques pour leur participation à un conclave d'opposition, le pouvoir semble privilégier la logique des confrontations à celle du dialogue. Une approche qui pourrait davantage fragiliser les climats politiques et radicaliser les positions. En voulant museler certaines formations politiques, le gouvernement congolais prend le risque d'alimenter une crise de confiance avec l'opposition. Or, dans un contexte national fragile, la véritable force d'un régime démocratique réside non pas dans la répression des divergences, mais dans la capacité d'écoute et d'ouverture au débat. À l'Assemblée nationale, alors que la date de l'élection du nouveau président n'est pas encore révélée, un cadre de concertation vient de voir le jour au sein de l'hémicycle. Il s'agit du réseau des députés nationaux réélus. La cérémonie s'est tenue en présence du président intérimaire de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale a procédé à la mise en place d'une structure regroupant les députés nationaux expérimentés depuis la législation de 2006. Mise en place avant l'élection du nouveau speaker de la Chambre basse du Parlement, cette structure est considérée comme un cadre de concertation et de réflexion visant à contribuer au bon fonctionnement de la Chambre basse du Parlement. À l'issue de ces réunions de ces différents représentants, les options ci-après ont été levées. Il s'agit de définir les objectifs de la structure, mettre en place un bureau provisoire, convoquer l'Assemblée générale des réélus, préparer la sortie officielle. Cette cérémonie s'est déroulée sous la conduite du président AI de l'Assemblée nationale, Isaac Jean-Claude Chilumbaï, du rapporteur Jacques Njoli et du ministre d'État chargé des relations avec le Parlement, Guilo Ndomboyo. Ces derniers expliquent que les concepts députés nationaux réélus est tout simplement un député en fonction ayant déjà totalisé plus d'un mandat depuis 2006, y compris un sénateur honoraire, mais qui siège aujourd'hui comme député national. L'institution parlementaire, comme nous le découvrons, nous les nouveaux, fonctionne plus avec les us que le règlement qui est très très incomplet, et ça nous sommes en train de le vivre. En cette période par exemple de transition que nous traversons, nous avons des débats au bureau chaque jour qui, lorsque ils tentent d'être fondés sur le règlement intérieur, nous sommes toujours et souvent perdus, de sorte que nous réalisons qu'il faut recourir à cette expérience. Pour formaliser cette structure, les réunions se sont tenues en groupe restreint composé de représentants des espaces linguistiques du Grand Équateur, de la Grande Orientale, du Grand Kivu, du Grand Kasaï, du Grand Bandundu, du Congo central et de la ville de Kinshasa. Et puis à l'occasion de la plénière tenue jeudi 30 octobre, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a jugé recevable l'édit visant à encadrer le secteur du transport par taxi-moto sous la direction du président de l'APK, Lévi Mbouta. Cette proposition vient du député provincial Nicolas Wamankoy. Face à l'explosion démographique de Kinshasa, aujourd'hui peuplée de plus de 17 millions d'habitants, la mobilité urbaine demeure un défi majeur. Dans une ville marquée par la congestion permanente et les manques de transport public, les taximotos se sont imposés comme une solution rapide et populaire. Le député provincial Nicolas Wemakoy, élu de Ngalima, a souligné l'importance économique et sociale de ce secteur qui fait vibrer des milliers de Kinois. Les taximotos sont déposés comme une réponse populaire, rapide et efficace. Il y dessert
les quartiers enclavés, franchit les embouteillages et permet à nos concitoyens en revenu modeste de se déplacer. Et derrière chaque moto, il y a un homme, il y a un père, il y a une femme, il y a un jeune qui refuse la délinquance et choisit le travail, la dignité et la responsabilité. Cependant, l'élu provincial a dénoncé des graves dysfonctionnements, arrestations arbitraires et brutales de motards par des agents non identifiés, extorsion de motos vers des destinations inconnues et invention des infractions imaginaires pour soutirer de l'argent aux jeunes travailleurs. Il a aussi pointé du doigt la multiplication anarchique des taxes, source de tracasseries et de corruption, ainsi qu'un manque d'harmonisation administrative. À cela s'ajoutent des violations répétées du code de la route et une absence de professionnalisme perceptible jusque dans la tenue vestimentaire de conducteurs. Pour Nicolas Wemankoy, ces dérives traduisent un vide juridique profond aggravé par un désordre institutionnel manifeste, avis arbitraire, extorsion systématique, documents officiels non reconnus d'une commune à une autre et mauvaise gestion de recettes fiscales. Je l'ai dit au sommaire, le gouvernement provincial de Kinshasa tient à la transparence dans la gestion des finances publiques. Dans un communiqué daté du 30 octobre 2025, le ministre provincial des Finances, de l'Économie et du Numérique, Magloire Kabemba, a annoncé la surséance de l'exécution de tous les contrats liant la ville à des partenaires des services privés pour la collecte des recettes publiques. Cette décision est motivée par une volonté de garantir la transparence et de mettre un terme au détournement des fonds publics. Le ministre Kabemba, agissant en sa qualité d'ordonnateur général des recettes de la province, a tenu à rappeler un principe fondamental du droit public. La collecte des recettes publiques constitue une mission exclusive des régies financières légalement instituées. Et puis, à 2 mois des festivités de fin d'année, la police congolaise doit garantir à la population la quiétude dont elle a besoin. C'est en ce terme que le commissaire général de la police, le général Benjamin Alongaboni, a donné aux commissaires provinciaux l'ordre d'organiser une traque sans merci contre tous ceux qui troublent la paix sociale. Après avoir reçu les instructions du commissaire général de la police nationale congolaise, Benjamin Alongaboni, sur le renforcement des mesures sécuritaires à l'approche des fêtes de fin d'année, le commissaire divisionnaire Israël Kantou-Bakoulou a appelé, lors de la parade tenue au stade de Martyr, tous les policiers à redoubler d'efforts dans la sécurisation des Kinois. La présence, il y a un agent de l'ordre, ils allaient début à commencement. Il y a sagesse pour la population. Papa, maman, essayez de zouami. Bomba mwana na ona ndako. Benda ye matoi. Sokaza moto ya kanza. Moto la yauli. Yebisaye. Police ye bibi na balabala. Tokolo kotaye. En plus des efforts à redoubler, le commandant ville a requis de ces éléments la discipline, la fermeté et la courtoisie dans l'exercice de leurs fonctions. Selon lui, il est temps d'imposer l'ordre dans la capitale, tant dans la circulation routière que dans la salubrité publique. C'est ainsi que les policiers de circulation routière ont reçu l'ordre d'interpeller tout conducteur qui n'a pas de permis de conduire. Quant à la sécurité des Kinois, la traque se fera de porte à porte. Tout criminel ou bandit urbain bien identifié par le service de renseignement sera arrêté pour être mis hors d'état de nuire. Le chef de la police quinoise a appelé les Kinois à collaborer avec la police pour que cette mission lui confiée par le commissaire général soit une réussite pour le bien de la population. Poursuivant ce journal pendant ce temps, dans le cadre de la lutte contre les détournements des fonds publics, l'inspection générale des finances a annoncé d'autres missions de contrôle du dernier trimestre 2025 au sein des entreprises et établissements publics. C'était lors d'une rencontre avec l'Association nationale des entreprises du portefeuille ANEP. Sous le signe de la rigueur et de la transparence, l'inspection générale des finances a procédé au cours d'une séance d'échange avec l'Association nationale des entreprises du portefeuille à l'annonce officielle du lancement d'une autre vague d'émissions de contrôle pour le dernier trimestre de l'année 2025. Une démarche qui traduit la volonté ferme de ce service rattaché à la présidence de la République de maintenir le cap sur l'implémentation de la bonne gouvernance et la performance
dans les entreprises publiques. La salle des réunions Léon Kazumba de l'Inspection générale des finances a servi de cadre à cette rencontre stratégique entre l'IGF et l'Association nationale des entreprises du portefeuille. Le but, l'établissement des périmètres opérationnels ainsi que des objectifs de ces missions et l'harmonisation des approches entre d'une part les contrôleurs et d'autre part les contrôlés sur les termes des références des missions. Les travaux ont débuté par les mots d'ouverture du chef des services de l'IGF, suivi de l'intervention du secrétaire exécutif de la NEP, Patrick Ngoulou. Ce dernier a mis en lumière plusieurs difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises publiques, notamment les dettes envers fisc, la restriction de certains avantages pour les présidents des conseils d'administration, ainsi que la levée des indemnités de sortie pour les directeurs généraux et leurs adjoints se trouvant dans une situation de nouvelle nomination ailleurs. Prenant la parole, le chef de service de l'Inspection générale des finances, Christophe Bitassimon, a rappelé le bien fondé de cette rencontre. Il a ensuite précisé que les différents échanges ont permis de faire le point sur l'état d'avancement des contrôles, d'évaluer les résultats obtenus en 3 ans d'exercice et d'identifier les actions à poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2025. Répondissant toujours sur l'introduction faite par le secrétaire exécutif de la NEP, le patron de l'IGF a noté qu'il n'y avait pas à proprement parler des difficultés. Avec ce lancement, l'IGF réaffirme sa détermination à assurer un suivi rigoureux de la gestion des entreprises publiques en collaboration avec la NEP. Au terme de son master à l'école doctorale du Collège des hautes études des stratégies et de défense, Jean-Marie Kassamba a défendu un travail intitulé « La stratégie de communication du gouvernement de la République démocratique du Congo face à la crise sécuritaire à l'Est » sous Félix Antoine Tshisekedi. Ce travail dirigé par le professeur Edi Tambwe a obtenu la mention grande distinction. Et après débat et délibération, le jury d'accepter, permettez la tautologie, ce mémoire avec la mention grande distinction. C'est un couronnement à l'issue d'un travail de qualité, applaudi par l'ensemble du jury après un échange rigoureux des questions-réponses. Sur la forme, je dirais, le texte est globalement bien rédigé, au crédit de la prénom. Personnellement, je suis content, vous avez choisi la méthode française en citant, en donnant des notes de bas de page, vous présentez les références. Monsieur Jean-Marie Kassamba, c'est un animal un peu sauvage, pardon du mot, qui a beaucoup d'expérience professionnelle en tant que journaliste. Il fallait rider. Et toute l'ambition, c'était vraiment brider. L'exercice, c'était de brider, vraiment. Sous la direction du professeur Edi Tambwe, la stratégie de communication du gouvernement de la République démocratique du Congo face à la crise sécuritaire à l'Est, sous Félix Tshisekedi, c'est le travail présenté par Jean-Marie Kassamba au terme de sa première année de master à l'école doctorale du Collège de hautes études de stratégie et de défense. Jean-Marie Kassamba a su prouver à son jury composé d'éminents professeurs Jean-Macar Munzele et Bernard Lutala que la stratégie du gouvernement repose essentiellement sur un registre accusatoire ciblant le Rwanda. Cette posture contribue à construire une image de fermeté et de patriotisme, certes, mais elle tend également à occulter les limites structurelles du système sécuritaire et de la gouvernance nationale. Par ailleurs, si certaines études s'intéressent à l'efficacité des dispositifs, notre recherche à nous s'intéresse à la dimension symbolique et politique de la communication du gouvernement. Ceci est d'autant plus vrai que la guerre de Russie aujourd'hui est indissociable de la recherche de la légitimité étatique. La communication gouvernementale des crises est perçue comme un instrument politique qui implique à la fois de prendre des décisions délicates, telles que la reconnaissance de ses erreurs, détourner parfois l'attention du public ou refuser d'assumer ses responsabilités. La recherche ouvre des perspectives analytiques majeures, telles que la nécessité de développer des modèles de communication adaptés au contexte africain et congolais, l'importance d'intégrer les perceptions citoyennes via des approches méthodologiques mixtes, sans oublier l'intelligence artificielle incontournable aujourd'hui. La communication gouvernementale apparaît, les chercheurs ont ouvert des brèches et va poursuivre les études au niveau de la thèse doctorale.
Sa famille et ses proches qui ont participé à cet événement en sont sortis plus que fiers. Un travail de qualité. Ça ne m'étonne pas qu'il ait reçu la plus grande mention, accompagné de l'étonnement du jury. C'est une perle pour la République. Chaque fois que je viens ici, il y a une évolution. C'est l'expression du cœur de la ministre d'État en charge des affaires sociales, action humanitaire et solidarité nationale à l'endroit de la gouverneure Masuka Saini en séjour de travail au Lualaba. C'était à l'issue de l'audience lui accordée par la chef de l'exécutif provincial. En visite de travail au Lualaba, la ministre d'État en charge des affaires sociales, action humanitaire et solidarité nationale a été chaleureusement accueillie jeudi 30 octobre 2025 par la gouverneure de province à l'hôtel du gouvernement provincial. Madame la gouverneure, Cette rencontre de haut niveau s'inscrit dans le cadre du suivi de la matérialisation des projets d'intérêt communautaire financés à travers les dotations sociales des entreprises minières. F. Bazaïba Massoudi et Marie-Thérèse Masuka Saini ont longuement échangé sur le lancement officiel des ouvrages déjà réalisés ainsi que sur les mesures de redressement à appliquer aux sociétés minières en retard avec la concrétisation de leurs engagements sociaux. La patronne des affaires sociales en RDC a insisté sur la nécessité d'une synergie entre les entreprises minières, les communautés locales et le gouvernement provincial en vue d'assurer l'alignement des projets sociaux au plan directeur d'aménagement du territoire national. Elle a salué le leadership éclairé de la gouverneure Masuka Saini qu'elle a qualifié de modèle de gestion axé sur l'impact, notamment par l'amélioration visible des infrastructures de base. Pour F. Bazaïba Massoudi, Marie-Thérèse Masuka Saini est une perle pour la République. Nous avons à peu près 19 dots qui fonctionnent ici, qui ont déjà aussi élaboré des ouvrages de grande envergure que nous sommes venus inaugurer pour les unes et puis essayer de contrôler pour les autres qui piétinent un peu. C'est une perle pour la République. Et chaque fois que je viens ici, il y a une évolution. Maintenant, nous avons l'échangeur, nous avons l'aéroport avec des escalators, nous avons un gouvernorat digne, nous avons une résidence présidentielle qui est presque palais royal. Nous avons tout ce qu'il y a comme infrastructure de fierté. Maintenant, nous sommes en train d'aller vers des villages modernes. De son côté, la gouverneure Marie-Thérèse Masuka a exprimé sa gratitude à la ministre d'État F. Bazaïba pour son engagement en faveur du développement communautaire. Je tiens d'abord à remercier Madame la ministre qui ne se fatigue pas, qui fait le tour non seulement de la province du Lualaba, mais de toutes les provinces, comme elle a dit, là où il y a la dot. Ça sera une innovation. Nous allons avoir des villages modernes comme nous avons déjà des écoles. La rencontre s'est clôturée par une note de convergence et d'engagement. Un moment fort de communion et d'action immortalisé par des photos souvenirs à l'entrée principale du gouvernorat lualabais. Dans l'actualité également, le syndicat de l'Office des routes est monté au créneau jeudi pour dénoncer le non-paiement du 4e trimestre par l'État congolais. Ce dernier appelle les autorités à respecter les dispositions prévues dans la loi de finances, faute de quoi les agents menacent d'entrer en grève sur toute l'étendue du territoire national. On écoute Léon Bokeki, président du syndicat. C'est par rapport au budget 2025. Dans le budget 2025, depuis qu'on nous avait promis deuxième trimestre, arrivé au deuxième trimestre, on dit au troisième trimestre. Arrivé au troisième trimestre, on nous dit non, on va reconduire le budget, la paye du troisième trimestre pour qu'on puisse bénéficier de ça T4. Nous ne sommes pas d'accord pour tout ce qui est voté dans la loi des finances, ça doit être dans l'application. Nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes là, l'Office des routes doit accompagner les chefs de l'État. Le chef de l'État a une vision. Dans sa vision, l'Office des routes doit l'accompagner partout. Et quand les gens sont très mal payés, ce n'est pas normal. Tout ce qui est prévu dans la loi des finances, on ne donne rien à l'Office des routes. Sauf les fauneurs qui, de temps en temps, donnent l'argent. Dans les 1000 km, ils vous donnent de travailler 30 km. Et en travaillant 30 km, quand tu plais abondamment avec le système de terre battue, ça pose problème et nous sommes critiqués à tout niveau. Les histoires de ponts, par exemple, on vous donne l'argent pour faire le pont. On vous demande de prendre 30% ou 50%. Et pour qu'on puisse vous donner encore l'argent, le reste là, ça prend du temps. Et ce que vous avez déjà fait avant, pendant la prise, ça crée des problèmes sérieux. Nous demandons au ministre du budget, comme il vient d'arriver, qu'il puisse voir clair avec les amis de la direction de la paix
qui ne veut pas appliquer la loi des finances telle que prévue. C'est la raison pour laquelle nous sommes très mécontents. Et d'ici là, si on ne nous paye pas T4, ça veut dire 4e trimestre, on ne nous paye pas ce qui est prévu dans la loi des finances. Dans le budget, nous allons nous prendre en charge, on va respecter les textes, on va faire les grèves générales. Et les grèves à l'office de route, ce n'est pas moins puisque nous sommes dans les 26 provinces. Nous avons des bacs, nous avons des engins, on va tout faire pour bloquer la route. Et ça ne sera pas bon. Qu'ils ne puissent pas attendre pendant que les agents vont se mettre debout pour qu'ils puissent prendre les dispositions. C'est le moment de prendre les dispositions puisque cette grève-là, on les prévient dans 20 jours. S'ils n'appliquent pas les textes, nous allons appliquer la loi. Pendant ce temps, des centaines d'habitants de la province de Mai-Ndombe sont descendus dans les rues pour réclamer à l'Assemblée provinciale l'examen immédiat de la motion de censure déposée contre le gouverneur Nkosso Kevani, accusé de détournement des fonds publics et d'incompétence dans la gestion provinciale. Malaise profond entre la population et les dirigeants. Plusieurs organisations de la société civile appellent les institutions provinciales à respecter la volonté du peuple et agir dans la transparence afin de restaurer la confiance entre gouvernés et gouvernants. Jusqu'à présent, aucune réaction officielle du gouverneur Nkosso Kevani n'a été enregistrée. Cependant, des sources proches de son cabinet dénoncent une manipulation politique visant à déstabiliser l'exécutif provincial. Alors que la pression populaire s'intensifie, les regards sont désormais tournés vers l'Assemblée provinciale de Mai-Ndombe, appelée à trancher dans les prochains jours. L'issue de cette affaire pourrait marquer un tournant décisif dans la gouvernance provinciale et la reddition des comptes en République démocratique du Congo. Et puis pour terminer, dans le monde, coup de tonnerre au Royaume-Uni, il s'agit d'une affaire qui défraye la chronique. Le roi Charles III a lancé un processus formel pour retirer ses titres et honneurs à son frère André, ces derniers étant pétrés dans le scandale pédocriminel Epstein. C'est une décision historique et sans appel sous la pression grandissante de l'opinion publique et face à des nouvelles révélations sur le scandale Epstein. Le roi Charles III a retiré à son frère cadet, le prince André, ses derniers titres royaux et a ordonné son expulsion de la résidence du Royal Lodge près du château de Windsor. Les désormais Audrey Mountbatten Windsor perd ainsi son statut princier, un titre qu'il détenait depuis sa naissance en tant que fils de la reine Elisabeth II. Cette mesure radicale, annoncée jeudi par le palais de Buckingham, intervient après l'apparition de mémoires posthumes de Virginia Robert Guiffre, l'hymne de victime de Jeffrey Epstein, qui relance les accusations d'agression sexuelle visant l'ex-duc de York. Ces sanctions sont jugées nécessaires malgré le fait qu'il continue de nier les allégations portées contre lui, précise le communiqué royal, tout en réaffirmant le soutien du couple royal aux victimes d'abus. Un tel acte est presque sans précédent dans l'histoire moderne de la monarchie britannique. Il faut remonter à 1919 lorsqu'un prince de Hanovre fut déchu pour avoir soutenu l'Allemagne durant la Première Guerre mondiale. Selon plusieurs sources, André devrait désormais s'installer sur le domaine royal de Sandringham, bénéficiant d'un soutien financier privé du roi. Son ex-épouse, Sarah Ferguson, contrainte elle aussi de quitter le manoir des 30 pièces, devra se trouver un nouveau toit. Place à présent, rappel des titres. En politique, après le PPRD, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité vient de suspendre les activités des partis politiques LGD, AAP et Piste pour l'émergence des opposants Matata Mponyo, Seth Kikuni et Théophile Mbemba pour notamment avoir participé au conclave de Nairobi aux côtés de Joseph Kabila. Lutte contre le détournement des fonds publics, l'inspection générale des finances annonce la reprise d'autres missions de contrôle, notamment dans les entreprises et établissements publics. Et puis à Kinshasa, le gouvernement provincial veut miser sur la transparence dans la gestion des finances publiques. Le ministre provincial des Finances a annoncé la surséance des contrats des prestataires privés pour la collecte des recettes. Place à présent à la revue de presse.
c'est avec Héritier Tambois qui est déjà avec moi sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Christian Kalonji, et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Alors, 3 sujets majeurs, sujets d'actualité. On va d'abord commencer par celui-ci. La presse revient ce vendredi justement sur la conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs, tenue hier, jeudi, en France. Eh bien, Christian Kalonji, c'est l'un des sujets qui font la une des journaux et sites d'information parus ce vendredi, à l'exemple du journal Le Maximum, qui écrit justement la conférence Macron pour la paix et la prospérité, la paix conditionnée par l'intégration économique. Pour ce média Christian Kalonji, les assises parisiennes se veulent complémentaires des efforts, des rétablissements de la paix dans la région en cours actuellement sous l'égide des États-Unis d'Amérique et du Qatar. À la différence du processus de Washington, la conférence de Paris dépasse la seule zone de l'Est de la République démocratique du Congo dont elle élargit la résolution à toute la région des Grands Lacs. Alors pour le maximum que vous êtes en train de voir là, il s'agit d'une conférence de plus qui ne suscite pas de ferveur particulière dans un pays qui en a vu de toutes les couleurs du sang de ces populations depuis 3 décennies. Le maximum souligne que la diplomatie française entend ainsi apporter une réponse adaptée à l'enlisement diplomatique observé dans la mise en œuvre de processus de Washington et des Doha sur la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, on va poursuivre cette revue avec ce deuxième sujet héritier. À Kinshasa, l'air semble un peu plus léger. Sur plusieurs marchés de la capitale, les prix de produits de première nécessité amorcent une descente à remarquer. Tout à fait, c'est ce que rapporte aussi la plupart des journaux et sites d'information Paris ce vendredi. Pour Ouragan, la tendance de prix à la baisse sur le marché. C'est bien son titre pour ce média. Le tabloïd précise que de l'avenue du commerce à quelques mètres du marché central appelé Zando jusqu'au faubourg de Mongafula, le constat est le même. Le prix du riz, de la semoule, de la farine, de manioc, de l'huile et même du sucre ont baissé. Selon Ouragan, cette baisse des prix est aussi confirmée au marché pompage par les vendeurs. Le sac de riz, autrefois vendu à plus de 60 000 francs congolais, s'est négocié aujourd'hui autour de 49 000. La semoule de 25 kilos, elle est passée de 45 000 à 42 000 francs congolais. Un autre titre, le franc s'est raffermi. Le panier de la ménagère reprend du poids. Un souffle de soulagement pour la population. Les prix des produits de première nécessité en baisse à Kinshasa, écrit de son côté Africa News. Cette stabilité associée à la baisse d'autres articles renseigne Africa News, offre un soulagement bienvenu aux consommateurs dans la gestion de leur budget alimentaire. Pour de nombreux commerçants, cette embellie résulte également, Christian, de la réduction de frais d'importation et des transports. Et puis pour boucler la boucle héritier, en Tanzanie, la situation reste préoccupante après l'élection présidentielle. Les heurts se sont poursuivis hier jeudi à Dar es Salaam. Une centaine de personnes auraient été tuées en 2 jours. Tout à fait, Christian Kalonji. À ces sujets, vous le voyez, Radio France Internationale RFI titre, présidentielle en Tanzanie, les tensions persistent, la population reste confinée. Le média rapporte que selon un bilan non officiel ou encore provisoire, plus d'une centaine de personnes auraient été tuées en 2 jours et de nombreuses d'autres blessées. La police tanzanienne a à cet effet instauré un couvre-feu nocturne à Dar es Salaam. On nous apprend de son côté, cette fois-là, Mister Travel, ajoutant que le pays est aussi confronté à une panne généralisée d'Internet et les aéroports sont fermés. La Libération, elle, écrit « Élection en Tanzanie, une présidentielle sans oppositions pour Samia Suluhu Hassan, élue vice-présidente, je rappelle, en 2015 et 2020, aux côtés du président John Magufuli. Samia Suluhu Hassan, lui a succédé après sa mort liée au Covid-19 en mars 2021. La Libération, elle, a initialement marqué la rupture avec son prédécesseur autoritaire, permettant le retour d'exil de l'opposition
et réautorisant, ça y est, les rassemblements publics. Voilà qui met fin, Christian Garlongi, à notre revue de presse de ce vendredi. Je vous remercie de votre présentation. Merci. Et nous saluons tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis Singini, dans le Congo profond, grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. L'Union pour la démocratie et les progrès social, UDPS Kibasa, réaffirme sa discipline et son soutien au candidat unique du chef de l'État à la présidence de l'Assemblée nationale, à la suite de l'annonce du secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, confirmant la désignation de l'honorable Aimé Bouji Sangara comme candidat unique au perchoir de l'Assemblée nationale. L'UDPS Kibasa salue une décision de haute portée politique arrêtée par la haute autorité de référence, son Excellence, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans un contexte où la République démocratique du Congo subit une agression injuste menée par le régime rwandais, alors que des portions de notre territoire sont occupées par des forces étrangères pillant nos ressources. La nation ne peut se méprendre dans la division et l'instabilité politique. La défense de l'intégrité territoriale et la restauration de l'autorité de l'État imposent une majorité parlementaire compacte, disciplinée et alignée derrière la vision du chef de l'État. Ainsi donc, l'UDPS Kibasa et son autorité morale, Augustin Kibasa Maliba, apportent leur soutien total, ferme et sans équivoque à la candidature de l'honorable Aimé Bouji Sangara. Le parti appelle tous les élus, cadres et militants de l'Union sacrée de la nation à s'aligner avec discipline et loyauté derrière cette décision dans l'intérêt supérieur de la nation. L'UDPS Kibasa rassure de son engagement constant à accompagner cette dynamique patriotique jusqu'à son aboutissement, convaincu qu'un parlement stable et discipliné continue un instrument indispensable pour parachever la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Fait à Kinshasa le 30 octobre 2025, Alain Kyungu Mouchidi, secrétaire général adjoint en charge des questions politiques et administratives.